Bonjour, donc comme Isabelle vous l'a dit, nous allons vous parler de Spirou. Aujourd'hui, il fête effectivement ses 75 ans. C'est 75 ans, parce que Spirou est un personnage belge. Il parle français comme nous tous, évidemment, mais à l'origine, c'est un personnage qui a été créé en Belgique. Il a 75 ans. Alors 75 ans, ça ne veut pas dire que c'est un vieux personnage que vous ne pouvez pas lire et qui vous est inaccessible. C'est juste un personnage qui a été créé à 75 ans et dont plusieurs dessinateurs se sont emparés. Et le Spirou que vous pouvez lire aujourd'hui, celui dessiné par Johan et scénarisé par Bellman. Et c'est un Spirou qui est tout à fait actuel. Voilà, donc on vous dit qu'il a 75 ans, mais c'est pas pour autant un personnage qui est vieux. Il est toujours très moderne. Alors nous avons consacré 3 ans à faire des recherches autour de Spirou pour savoir dans quelles conditions il était né. On aimait ce personnage parce qu'on l'a lu quand on avait 10 ans à notre tour. C'était pas le Spirou de Johan Evelman, c'était un autre Spirou. Mais on a été passionnés par ce personnage et aujourd'hui nous sommes adultes et on revient avec beaucoup de bonheur sur l'histoire de sa création parce que évidemment c'est pas qu'un personnage de bande dessinée, c'est aussi l'histoire d'une famille qui a créé ce personnage, c'est l'histoire de plusieurs dessinateurs qui ont fait cette histoire en bande dessinée. Et toutes ces personnes qui ont existé, eh bien, elles ont été réelles, c'est des vrais personnages qui auraient pu être vos parents, qui auraient pu être vos grands-pères. Donc tous les gens du Puy dont on va vous parler, les gens d'Oisy, les Franquins, les Gigé, ce sont des personnes qui ont un jour existé. Et ça c'est vraiment très important parce que Spirou a été leur vie. Voilà, pour compléter ce que vous a dit Christelle, moi j'aimerais vous présenter un peu la manière dont on a travaillé au cours de ces 3 années. On est parti mener l'enquête un peu comme Sherlock Holmes et Watson. On a fait 30 000 km au cours de notre enquête pour aller aux 4 coins de la Belgique, aux 4 coins de la France, pour essayer de retrouver, c'était vraiment un travail de lignée, pour retrouver les gens qui avaient été associés au début de Spirou, qui étaient associés parce qu'ils avaient dessiné Spirou, parce que des membres de leur famille avaient participé à cette aventure. Et voilà, donc on a fait à peu près, c'est ça, une trentaine de milliers de kilomètres pour rencontrer, je dirais, à peu près 150 personnes qui nous ont raconté chacun un petit bout de l'histoire de Spirou. Et on a assemblé tous ces morceaux comme un puzzle, et on en a fait un gros livre de 300 pages qui raconte la création du journal et du personnage. En fait, c'est une maison d'édition qui a été créée par un monsieur en 1898, c'est-à-dire que c'était il y a 115 ans. C'était au 19e siècle. Au départ, c'était un petit garçon orphelin qui vivait avec ses oncles et ses tantes parce que sa mère était morte, son père était parti vivre en Afrique. Il vivait dans une famille où il n'y avait pas du tout d'argent. Mais lui, plutôt que d'être un gamin des rues, c'était un garçon qui avait vraiment beaucoup d'envie et d'idées et qui savait se donner les moyens de ses envies. Il avait toujours beaucoup d'imagination, il avait aussi, c'est un petit garçon qui avait beaucoup de sens moral. Alors qu'est-ce que c'est que le sens moral ? Eh ben, c'est d'avoir envie d'être quelqu'un de bien. Je crois que c'est ça la définition du sens moral. C'est faire des choses qui font le bien autour de soi, être quelqu'un d'épanoui, heureux. Et Jean Dupuy a toujours été animé par ça. Donc vous voyez là sur ces photos, je vous montre un portrait de lui. Il a 13 ans à peu près, 13-14 ans. Et ça c'est la petite maison, à côté c'est la petite maison où il vivait avec ses oncles et tantes. Donc vous voyez, il était vraiment issu d'un milieu très modeste. Sauf que, comme je vous le disais, il avait beaucoup d'idées et beaucoup d'énergie. Et j'ai envie de dire que son leitmotiv, c'était toujours « on peut faire mieux »,« je peux faire mieux ». Donc il avait toujours en tête cette idée que, même s'il n'était qu'un enfant orphelin qui vivait dans une pauvre maison, lui pouvait faire mieux. Voilà, et il faisait ce qu'il avait à faire. Là, vous le voyez, il a une trentaine d'années. Il a créé une dizaine d'années plus tôt son imprimerie, parce que c'était sa passion à lui, c'était l'imprimerie. Il aimait l'odeur de l'encre, il aimait l'odeur du papier. Et il avait une vingtaine d'années, et après avoir beaucoup travaillé, il avait fait beaucoup d'économies. Et il a investi dans une petite machine pour imprimer les documents.
Et d'idée en idée, d'énergie en énergie, il a commencé tout seul. Sa petite machine à imprimer était dans la salle à manger de sa maison. Et 15 ans après, vous voyez, il est autour de ses employés. Ils sont combien là? Ils sont à peu près une trentaine. Ils sont une trentaine autour de lui. Et voilà, ça veut dire qu'il avait su gérer son affaire. Il n'était plus le petit enfant orphelin qui vivait dans sa maison. Il était un chef d'entreprise. Mais c'était un chef d'entreprise pas comme les autres, pas comme ceux qu'on a l'habitude de voir à la télé. C'est-à-dire que lui, il était vraiment très près de ses employés. Il faisait partie de sa famille. Il avait le souci de leur préserver de très bonnes conditions de travail. Que quand ils soient malades, eh bien, il y ait une assurance pour que leur famille puisse encore toucher leur salaire, etc. C'était vraiment un homme bon. On a rencontré des gens qui l'ont connu bien plus tard, pas au moment où a été prise cette photo, mais bien plus tard, et tous disaient, il l'appelait Monsieur Jean. Et tous avaient beaucoup de respect et d'émotion pour cet homme-là. Alors les éditions Dupuis, ont donc été fondées par Jean Dupuis, mais il avait aussi sa famille. Est-ce que vous voyez en bas, tout en bas du côté droit, il y a un petit garçon. C'est son fils qui s'appelle Paul. Dans son entreprise, sa femme et ses enfants participent aussi à la vie d'entreprise. C'est-à-dire que leur maison est à côté des ateliers et le petit garçon que vous voyez, le week-end ou le jeudi, quand il n'avait pas classe, il allait parmi les ouvriers, puis il leur filait un coup de main, soit pour trier des enveloppes, soit pour faire des paquets, ou faire des commissions. Mais en tout cas, dans la famille Dupuis, tout le monde participait à la vie de l'entreprise. Alors, le moment où Jean Dupuis a commencé son travail d'éditeur, au départ il était imprimeur, comme je vous l'ai dit, et puis un jour il est devenu éditeur. Et je vais passer la parole à Bertrand. Oui, en fait, il n'a jamais eu la vocation d'être un éditeur. Il était passionné par l'imprimerie, et plutôt que de démarcher, de chercher des clients à qui il aurait pu proposer d'imprimer leur revue, il a eu l'idée de créer la sienne. Ça lui permettait de ne pas avoir de démarche à faire. Donc dans les années 20, il a créé un magazine qui s'appelait Les Bonnes Soirées, qui a été... on est en Belgique, hein, je le rappelle, je ne sais pas si on l'a bien dit au début, si c'était bien clair, c'est pas en France, mais ce magazine a duré jusque dans les années 80 en France, et sans doute vos parents, vos grands-parents ont eu des exemplaires de Bonnes Soirées en main. Bonne Soirée, c'était, là vous avez un des premiers numéros, c'est le numéro qui est à gauche. Bonne Soirée, c'est un journal qui est destiné aux mères de famille. Voilà, Jean Dupuis a vraiment un très fort souci de la famille. C'est un homme qui est catholique, qui a une foi très profonde et qui veut faire des publications qui s'adressent, qui sont bien pensantes, qui diffusent de saines valeurs morales, comme disait Christelle. Et voilà, ce magazine s'adresse en priorité aux mères de famille en leur proposant des romans à l'eau de rose, mais des romans bien moraux, enfin avec c'est ça, hein, je sais pas comment, voilà, une dimension morale. Et quelques années plus tard, il décide de se lancer dans un second projet qui s'appelle Le Moustique. Le Moustique n'a jamais été diffusé en France, mais c'est un journal qui a eu une revue qui a eu beaucoup de succès en Belgique et qui existe d'ailleurs toujours. C'est une revue satirique qui s'adressait, elle, non plus aux mères de famille, mais à leur mari. Voilà, toujours cette idée de préserver la famille. Et vous verrez quand on va vous raconter l'histoire de Spirou par la suite, c'est vraiment toujours dans son souci. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que Jean Dupuis avait son truc, lui, c'était d'avoir des idées et de les mettre en pratique, de se donner les moyens. Eh bien, ces deux revues sont un parfait exemple de ça. Lui, il avait à cœur de donner aux gens des bonnes lectures, des romans qui soient bien écrits, des articles qui soient intéressants, parce que souvent, les éditeurs n'avaient pas ce souci-là. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était gagner de l'argent. Lui, gagner de l'argent, c'était pas son problème. Lui, tant qu'il avait de quoi nourrir sa famille, ça lui suffisait, et le reste, il le redistribuait à ses ouvriers. Non, lui, vraiment, c'était d'offrir de bons journaux, de bonnes revues aux gens qui pouvaient les acheter. Donc, je vous disais que c'était une entreprise familiale. Là, je vous montre une photo, c'est Dalia, son épouse. Et le petit garçon que vous voyez tout à l'heure sur l'image, là, on est en 1930, et donc il est devenu adulte, et donc il intègre à son tour. On vous les présente parce que on va peut-être pas beaucoup en parler au long de l'histoire, mais il faut bien savoir que les éditions Dupuis, l'entreprise Dupuis, c'est une entreprise familiale.
Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça veut dire que tout ce qu'on va vous raconter, ils en parlaient eux, il y avait le papa, la maman, les enfants, le soir, pendant le repas, ils en parlaient. C'était leur quotidien. Vous, votre quotidien est différent. C'est l'école, c'est le travail de vos parents. Là, imaginez que le soir, quand vos parents, que vous soyez associés au travail de vos parents et que ce soit votre vie, que toutes les décisions qui sont prises sont importantes parce que c'est les mois qui vont venir, c'est votre avenir qui en dépend. Voilà. Alors, là, on est en 1937, donc quelques années après. Donc, les deux journaux dont on vous a parlé, Bonne Soirée et Le Moustique, existent toujours. Et Jean Dupuis, à ce moment-là, 62 ans. On est en 1937 et un homme de 62 ans, c'est un homme très, très âgé. Il faut savoir qu'à l'époque, l'espérance de vie d'un homme était d'environ 80 ans. D'environ 60 ans. Donc, il avait dépassé l'espérance de vie d'un homme de son époque. L'équivalent aujourd'hui, ce serait à peu près un homme de 80 ans, justement. Donc c'est vraiment un vieux monsieur. Il a des petits-enfants, vous voyez, il est avec sa femme, c'est le papy et la mamie, hein, vraiment. Et à ce moment-là, pour ses petits-enfants, il a l'idée de créer un troisième magazine, un troisième journal, qui serait un journal pour enfants, et qui s'appelle le Journal de Spirou, qui existe toujours encore aujourd'hui. Oui, c'est vraiment important d'insister sur le fait que c'était un grand-père qui a créé le journal de Spirou, parce qu'aujourd'hui, on n'imagine pas qu'un homme, par exemple, de 80 ou 85 ans, fonde un journal. Parce qu'en général, ce sont des gens qui sont à la retraite, qui sont vieillissants, qui ont mal partout, qui sont hospitalisés, etc. Lui, non, c'était vraiment... je ne sais pas si vous vous souvenez de la première photo de lui que je vous ai montrée. Je vous disais que c'était un garçon qui avait plein d'idées, plein d'énergie. Et bien jusqu'à la fin de sa vie, il a eu des idées et de l'énergie. Et vraiment, le journal de Spirou, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un vieux monsieur qui l'a créé. Aujourd'hui encore, ce journal existe. Et si vous lisez de la bande dessinée aujourd'hui, c'est parce que ce monsieur-là que vous voyez sur la photo a fondé son journal. C'est grâce à lui, il a donné de l'élan et une visibilité à la bande dessinée, ce qui n'avait jamais été fait. À l'époque, la bande dessinée, c'était vraiment que des super-héros. Il n'y avait pas de bande dessinée qui se faisait en Belgique, ou très très peu. Oui, il y avait juste le Tintin, mais c'était pas... c'était en marge, c'est-à-dire que ça n'existait vraiment pas, ou de façon pas très professionnelle. Et Jean Dupuis, lui, s'est dit, mais si, c'est bien la bande dessinée, par contre, celle qu'on a à lire, qui vient des États-Unis, on peut faire mieux. Elle est trop violente, il considérait qu'elle n'était pas très morale, et qu'elle était trop violente pour lui et pour les enfants à qui il voulait s'adresser. Donc il voulait créer une bande dessinée qui soit locale, une bande dessinée européenne et belge en l'occurrence. Donc ça, c'est une histoire de famille, c'est important. Donc les documents qu'on vous montre ici, ce sont ses mémoires. Il a écrit là, sur ces documents, qui sont des documents d'archives extrêmement précieux, il raconte comment il a eu envie de créer Spirou. Voilà, il vous raconte que c'était parce que les bandes dessinées qui étaient proposées n'étaient pas du tout acceptables, qu'il avait le sentiment qu'en Belgique, on pouvait faire mieux, et que si lui ne mettait pas la main à la pâte, ça ne se ferait jamais. Et en ce sens, il n'avait pas tout à fait tort. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que Spirou, contrairement à tous les personnages de bande dessinée que vous connaissez, n'a pas été inventé par un dessinateur. C'est vraiment quelque chose d'unique. C'est-à-dire que c'est ce monsieur, Jean Dupuis, qui a créé Spirou. Alors, bien sûr, il ne l'a pas dessiné, il ne lui a pas donné sa forme graphique, mais il a défini, il lui a donné son nom, il a défini tout son caractère, et il a défini dans quel cadre il imaginait les aventures qu'il allait vivre. Donc, le Spirou serait donc le personnage qui représenterait son journal. C'est-à-dire que quand vous receviez votre journal de Spirou, en première page, vous aviez un gros dessin de la tête de Spirou et puis une planche. Donc c'était vraiment le porte-drapeau, l'étendard du journal. Et donc il avait décidé que ce personnage serait un exemple pour les enfants. Ça serait un petit garçon qui serait espiègle, bagarreur, mais qui aura un bon fond, parce qu'on peut être bagarreur, on peut faire des bêtises, turbulent, on peut faire tout ça, mais on peut aussi être généreux, on peut aussi penser aux autres, on peut aussi, ce qu'on appelle avoir un bon fond. Donc Spirou était un enfant bagarreur, il était espiègle, mais il savait penser aux autres aussi. Voilà, d'ailleurs, on n'a pas précisé une chose importante, le nom de Spirou a une signification
signification, c'est un mot wallon. C'est quelque chose que les gens disent en Wallonie, ils le disent, je ne dirais pas tous les jours, mais c'est des mots qu'on peut entendre dans la conversation. Quand on dit d'un jeune garçon que c'est un petit Spirou, ça veut dire que c'est un petit garçon turbulent, agité, qui fait des bêtises, mais qui est quand même sympa. C'est comme quand vos parents, par exemple, vous traitent de fripouille ou de petits garnements, etc. Ben, en Wallonie, donc en Belgique, on les appelle, ces petits-enfants les appellent des Spirou. Voilà. On a retrouvé des traces, des noms qu'ils ont choisis pour ce personnage, parce qu'ils n'ont pas tout de suite su que ce serait Spirou. Donc ils ont lancé plein d'idées, et ils se sont dit, bah tiens, pourquoi est-ce qu'on l'appellerait pas Franqueur, ou Mousse, ou Petit Louis, Julot. On voit même, je sais pas, sur la deuxième colonne, on voit qu'ils ont pensé à appeler ce petit personnage Milou, ou Colibri. Voilà. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que cette liste là, qui a été faite, qu'on a retrouvée dans un agenda qui situe la date de la création de Spirou, elle a été faite lors d'une réunion qui s'est passée dans la cuisine de la famille. Donc il y a Jean Dupuis, il y a ses enfants, sa femme, et tout le monde discute à bâton rompu autour de la table pour trouver un nom. Voilà, ça se passe vraiment tout à fait simplement, c'est pas une grande réunion dans un conseil d'administration comme ça pourrait l'être aujourd'hui. Donc, une fois qu'ils ont trouvé qu'ils allaient faire l'idée du personnage de Spirou, il fallait trouver un dessinateur pour ce personnage. Et Charles, qui était le dernier fils de Jean Dupuis, lisait beaucoup de bandes dessinées. Et il avait remarqué qu'il y avait un certain Robvel qui signait des bandes et qui était très intéressant, qui était très moderne pour l'époque. Donc, ils se sont mis à sa recherche et ils l'ont retrouvé. En fait, il faut savoir que, comme on le disait, il y avait très peu de bandes dessinées belges. En France, il y en avait déjà un peu plus. Mais Robvel avait la particularité d'avoir fait toute sa formation de dessinateur aux États-Unis. Il avait été l'assistant d'un grand dessinateur de l'époque, Martin Branner, qui était le dessinateur d'une série que vous ne connaissez pas, qui s'appelait Pico, et qui était vraiment quelque chose une série très très connue, l'équivalent de Titeuf aujourd'hui, sans doute. Et donc, Robvel avait fait ses études, mais sa formation, il avait été l'assistant de Martin Branner. Il avait dans son style, paraît-il, quelque chose de très américain et de très moderne pour cette époque. On est en 1938, on est vraiment avant-guerre, la bande dessinée n'existe quasiment pas, et ils sont séduits par ce côté américain et moderne. Quand on regarde les dessins aujourd'hui, ça nous paraît très très vieillot, très désuet, mais pour l'époque, c'était quelque chose d'assez novateur, en tout cas en Belgique. Alors la particularité de Robvel, c'est qu'avant d'être dessinateur, il avait été steward sur les paquebots. Il faisait les traversées entre Le Havre et New York. Il a fait ça pendant plusieurs années. C'était des années importantes pour lui. Alors vous voyez sur le côté droit, il y a un dessin qui montre des personnages qui ressemblent curieusement à Spirou. C'est parce qu'à cette époque-là, sur les paquebots... Sauf que c'est 8 ans avant Spirou, là on est en 1930. Il dessine des petits grooms déjà en 1930. Voilà, il est sur les paquebots, il observe les grooms qu'il y a sur les paquebots et il les trouve très sympas et il passe son temps à les dessiner, à les croquer. Et quand Jean Dupuis vient le voir en lui disant « Voilà, on voudrait que vous nous dessiniez un personnage qui s'appellerait Spirou, qui soit honnête, espiègle, attachant, etc. » Drôle. Lui, il a tout de suite repensé à ces petits grooms qu'il voyait sur les paquebots et qu'il a dessinés pendant quelques années. Mais il a surtout pensé à un groom en particulier. Et d'ailleurs, c'est vrai, on n'a pas parlé du costume, avant de revenir à ton anecdote, on peut peut-être parler du costume de Spirou, parce que ce costume, c'est un costume qu'on ne connaît plus beaucoup aujourd'hui, mais dans les années 30, il était assez, je ne dirais pas quotidien, mais c'est l'uniforme comme disait Christelle, des grooms. On en trouve dans les grands hôtels, ce sont les jeunes gens qui portent les bagages des clients, voilà, sur les grands paquebots aussi, parce qu'à l'époque, on ne traverse pas, quand on veut aller aux États-Unis, on ne prend pas un avion, on y va en paquebot, ça prend 15 jours de traversée, et on passe 15 jours à bord d'un grand transatlantique, comme ça s'appelait, et il y a tout un tas de petits garçons qui font le service à bord. C'est des petits garçons, quand je dis petits garçons, c'est vraiment petits garçons, c'est des jeunes gens entre 10 et 12-13 ans qui travaillent. À l'époque, il n'y avait pas de loi sur le travail des enfants, et on pouvait être amené à travailler très tôt pour vivre, tout simplement. Et leur vie était très dure, parce que quand il dit que leur travail c'était de porter les valises, c'était pas seulement ça, c'était vraiment des larbins. Personne ne les regardait, personne ne leur disait bonjour, ils étaient méprisés. Et eux, ils devaient satisfaire tous les caprices des clients. Seulement,
ils avaient quand même entre 10 et 12-13 ans, donc ils avaient quand même aussi une âme d'enfant, et il leur arrivait de se chamailler, de jouer sur le pont quand le capitaine n'avait pas l'œil sur eux. Et un jour, il y a eu une scène qui a été dramatique, à laquelle Rothwell a assisté. Les grooms, ces petits-enfants étaient en train de jouer à cache-cache, et ils couraient sur les ponts. Et il y en a un qui est tombé dans une cale, et qui a eu une blessure très très grave, et qui était mourant. Le capitaine est arrivé, l'a pris dans ses bras, et le petit garçon était en train de mourir. Voilà, la chute avait été mortelle. Et alors qu'il était en train de mourir, il demandait pardon parce qu'il savait que son travail c'était d'être le larbin, c'était pas de jouer. Il savait qu'il n'était pas là pour jouer, qu'il avait fait une bêtise, qu'il avait désobéi. Et évidemment, pour le capitaine, c'était pas important ça, parce que ce qu'il avait dans les bras, c'était un petit garçon qui était en train de mourir. Et donc tout le monde était très ému. Et quand Jean Dupuy est venu voir Rothwell et qu'il lui a demandé de dessiner un petit personnage, et bien lui, il a repensé à ce petit garçon qui est mort dans les bras du capitaine. Et il a créé Spirou en le créant. Ça, c'est amusant parce qu'on peut se dire du coup que le personnage de Spirou, c'est probablement aussi assez unique dans la bande dessinée de cette époque-là, a vraiment un modèle qui a existé. Alors on n'a pas retrouvé son identité, on a mené l'enquête, peut-être que dans les années qui viennent, on y parviendra. Il faudrait faire des recherches dans les archives des bateaux pour savoir exactement qui est décédé, etc. Mais en tout cas, nous, ça nous a plu l'idée qu'il y ait eu un modèle existant pour Spirou, c'est assez unique. Alors si vous regardez bien, la planche que nous vous présentons là à l'écran, c'est la première planche de Spirou. C'est la première fois qu'il apparaît dans le journal. Donc en fait, l'idée, vous voyez sur la première case, il y a le directeur d'un hôtel qui recherche un groom. Et donc il passe une petite... Tragique, mais alors là, dans l'histoire du monde, c'est qu'il y a la guerre qui est déclarée. Et que Rothwell, que vous voyez là, est mobilisé, il devient un militaire, il est envoyé au front. Donc on a d'un côté Luc Lafnay qui dessine Spirou, qui décède, il ne peut plus dessiner Spirou, et de l'autre côté, le dessinateur qui est le dessinateur officiel, lui est mobilisé et part au front. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Alors pendant quelques semaines, effectivement, là vous voyez la dernière photo de Rothwell avant son départ à la guerre, il pose en photo avec sa femme Blanche la veille de son départ, il est à Paris à ce moment-là, il part pour le front le lendemain, il continue à dessiner tant bien que mal les aventures de Spirou, qu'il envoie à sa femme par la poste, mais ça devient de plus en plus compliqué pour faire parvenir les pages, d'autant qu'il n'a pas beaucoup de temps, il fait des manœuvres, ils ne sont pas encore rentrés dans le conflit, ils ne sont pas dans des batailles, mais il est en garnison avec d'autres militaires, et il a de plus en plus de mal à dessiner sa page hebdomadaire de Spirou. Donc, sa femme se retrouve finalement, elle est à Paris, les éditions Dupuy sont en Belgique, et sa femme se retrouve dans l'obligation de dessiner elle-même Spirou. Imaginez 2 minutes que vous ayez, vous, qui n'êtes pas dessinateur du tout, à dessiner Spirou du jour au lendemain, parce que votre père, ou votre mère, ou votre mari, ou votre femme, qui devait le faire, n'est plus là pour le faire. Alors vous savez ce qu'elle fait pour dessiner les planches de Spirou? Elle va décalquer celles qui ont déjà été faites, et elle va en créer de nouvelles. Regardez ces 2 planches de Spirou, ce sont 2 planches qu'elle a faites. Alors on sait qu'elle se faisait aider par d'autres dessinateurs pour les décors, mais à chaque fois, les personnages, c'est elle qui les dessine. Vous voyez, sur la planche de gauche, vous avez un Spirou qui s'exclame avec le calot en hauteur et qui a l'air de pousser un cri. C'est le même dessin que vous retrouvez sur l'autre planche en haut à droite. Alors, elle l'a inversé, elle a trafiqué les bras, etc. Mais en fait, quand on étudie toutes les planches qu'elle a dessinées, on s'aperçoit qu'elle a pris des morceaux d'un personnage, qu'elle les a posés sur un autre dessin, elle a composé, en fait, c'est un véritable patchwork. Et en fait, ça peut faire sourire l'idée que les planches de Spirou soient du décalque, mais en fait, ça montre vraiment sa détresse, parce que cette pauvre femme, elle a son mari qui part à la guerre, elle se retrouve toute seule, et elle doit continuer à dessiner Spirou, et elle est totalement désemparée. On peut imaginer dans quelle détresse elle était. En plus, comme c'est la guerre, elle a moins d'argent, le charbon est beaucoup plus cher, donc elle doit déménager. Comme Spirou leur apportait beaucoup d'argent, ils ont pu acheter un bel appartement près de la gare du Nord, près de la gare de l'Est, pardon, à Paris.
Et du coup, ils ont été obligés de vendre. Elle s'est installée du coup dans une toute petite maison. Donc voilà, la guerre, ça a eu plein de conséquences sur les gens, comme on peut l'imaginer. On a de la chance, mais aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est que la guerre. Mais imaginez que d'un seul coup, il n'y ait plus rien ne fonctionne comme avant, et que vous deviez renoncer du jour au lendemain à tout ce que vous aviez, votre petit confort. Et la guerre, c'est ça. Et encore plus en 1939, quand elle est déclarée en France, parce que ils étaient encore moins préparés que nous. Nous, on a l'expérience de ce qui s'est passé avant. Eux ne l'avaient pas. Donc cette pauvre Blanche du Moulin doit dessiner Spirou, et à un moment, elle n'y arrive plus du tout. Elle n'y arrive plus pour une bonne raison, c'est que les frontières sont fermées. Rappelez-vous que le journal de Spirou, lui, est fabriqué en Belgique, et Blanche est à Paris. Donc il faut faire passer les pages de la France à la Belgique, sauf que les frontières sont fermées. Donc impossible d'avoir des communications, des bonnes communications entre les deux pays. Et la rédaction de Spirou se retrouve sans planche à publier. Et le journal continue de paraître chaque semaine. Donc il faut impérativement trouver un dessinateur d'urgence. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? La rédaction se tourne vers un des très rares dessinateurs qui n'est pas mobilisé, un de ceux qu'ils ont sous la main, un certain Joseph Gillin, qui s'appelle JG, qui deviendra par la suite un des plus immenses dessinateurs de la bande dessinée. En tout cas, il est à l'origine d'un courant très important de l'histoire de la bande dessinée, mais à cette époque-là, il est tout jeune. Il a, je sais pas, il est 1914, donc il a 25 ans. Donc il se lance lui aussi du jour au lendemain dans les aventures de Spirou. On est en 1940, Spirou existe depuis 2 ans, et il y a déjà 4 dessinateurs qui se sont succédés à dessiner ces pages. C'est assez ahurissant, et c'est d'autant plus étonnant que finalement c'est un résumé de toute l'histoire de Spirou. Comme on vous le disait tout à l'heure, Spirou n'appartient pas à un dessinateur, c'est le personnage d'un éditeur, et il y a eu des dizaines de dessinateurs qui se sont succédés au fil des décennies. Je vous parlais tout à l'heure de la difficulté de vivre en temps de guerre. Eh bien, en fait, je vais revenir sur ce que je disais, parce qu'en fait, dans chaque chose, malheur est bon. Parce que vous regardez la planche de gauche, qui est la planche dessinée par Blanche du Moulin. C'était une femme qui avait vraiment fait ce qu'elle a pu pour dessiner Spirou, mais elle n'était pas professionnelle, c'était pas son métier. Et vous regardez à droite la planche dessinée par Gégé. Et en fait, Gégé était un fabuleux dessinateur. Et dans cette histoire, Spirou a gagné au fait qu'il y ait la guerre, parce que du coup, Gégé est intervenu, a dessiné ses aventures, et il était vraiment plus brillant. Du coup, Spirou a eu une autre dimension et a eu plus de succès auprès de ses lecteurs. Vraiment, je ne sais pas si... Ça ne se perçoit pas vraiment sur cette page, parce que Gégé est d'abord tout jeune, et puis il n'a sûrement pas pris beaucoup de temps pour le faire, mais... Mais vous voyez, dans la mise en scène, c'est beaucoup plus recherché, les voitures, elles sont beaucoup plus dynamiques, etc. Il n'y a pas toujours le même dessin qui réapparaît, qui est décalqué. Vraiment, Gégé fait un vrai travail de création, chose que n'était pas capable Blanche du Moulin. Voilà, dans chaque chose, malheur est bon. Voilà, mais on est toujours en guerre, et finalement, il y a un autre événement qui se passe en Belgique à ce moment-là, qui est lié à la guerre, qui est l'exode, c'est-à-dire que les Allemands envahissent la Belgique, et toute la population, enfin une bonne part en tout cas de la population, fuit tout simplement. Les gens partent sur les routes. Et les gens, quand on dit les gens, c'est même les gens des éditions Dupuis, tous les ouvriers, toute la direction, tout le monde se sauve en montant dans une voiture, en prenant une valise pour échapper aux Allemands. Donc là, vous avez une vue de l'exode qui a eu lieu en mai 1940. En fait, c'est la panique totale dans toute la Belgique. En fait, ils veulent fuir la Belgique, ils veulent aller en France, parce que la France n'est pas encore occupée à ce moment-là, pas le sud en tout cas, et ils veulent s'y installer. Donc c'est vraiment, on quitte tout, on quitte sa maison, on emporte juste quelques vêtements et de quoi manger, surtout de quoi manger, parce que les vêtements dans ces cas-là c'était secondaire. Donc la famille Dupuis aussi part sur la route, sauf que c'est difficile pour eux parce qu'en fait ils sont séparés. Jean Dupuis, lui, est parti dans une voiture avec son petit-fils, mais sur la route il est obligé de prendre la direction de l'Angleterre. Et le reste de la famille, elle, part en France. Donc ils sont séparés, ils ne savent pas où les uns sont sans nouvelles, et ça pendant plusieurs mois. Et donc, pendant ce temps-là, le journal n'existe plus, puisque l'imprimerie est fermée, tout le monde a fui, donc le journal cesse de paraître.
Donc là, pendant ce temps-là, on n'a plus de problème pour savoir qui va dessiner Spirou. Mais donc la famille Dupuis est séparée de Jean Dupuis et de son petit-fils, mais en même temps, Paul Dupuis, le monsieur dont on vous parlait tout à l'heure, lui, il est fait prisonnier. Donc il est fait prisonnier pendant presque un an. Sur cette photo, vous le voyez, il est de retour, on est en janvier 41. Il retrouve sa famille, ils sont heureux. Entre-temps, ils ont réussi à... Donc ils ont fui la Belgique, quelques semaines après, ils ont vu qu'ils pouvaient revenir tranquillement. Donc ils ont remis toute l'entreprise sur pied, toute l'imprimerie, et ils ont pu remettre en marche l'activité de l'imprimerie. Il y a une chose qui avait changé entre-temps, c'est que les Allemands étaient là, les Allemands occupaient la Belgique. Donc c'est eux qui dirigent un peu les affaires, et quand on est une entreprise qui publie un journal pour enfants, du coup on a affaire aux Allemands pour savoir ce qu'on va mettre dans le journal, et c'est les Allemands qui font une espèce de censure à l'époque. Mais pour la famille Dupuis, il n'est pas question d'accepter que les Allemands mettent leur nez dans ce qu'ils publient. Il ne s'agit pas seulement que les Allemands mettent leur nez, c'est qu'ils leur disent de publier des articles contre la démocratie, pour le fascisme, etc. La famille Dupuis, eux, ils sont absolument contre ça. Ils veulent résister. Et ils vont résister à leur manière, c'est-à-dire que le journal Le Moustique dont on vous parlait, ils vont arrêter de le publier pendant toute la durée de la guerre, parce que c'est un journal d'actualité sur lequel les Allemands avaient beaucoup de vues, et donc ils ont préféré arrêter de le publier. Et la difficulté, c'était aussi pour le journal de Spirou. Mais dans le journal de Spirou, il y avait le monsieur dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était Jean Doisy, le rédacteur en chef, qui lui donc, a créé le fan club des Amis de Spirou. Et il faut savoir qu'il était aussi résistant. C'était un très grand résistant qui, à la fin de la guerre, a été décoré par la Croix de guerre avec palme, c'est-à-dire c'est une décoration qui n'est pas attribuée à n'importe qui. Et donc il va aider la famille Dupuis à résister. Il connaît beaucoup de gens, il connaît beaucoup de monde, il connaît même un Allemand qui va les aider. Parce que parmi les officiers allemands, parmi les militaires allemands, tous n'étaient pas fascistes, tous n'étaient pas nazis. Et il y en a qui étaient là parce que ils avaient été obligés, ils n'avaient peut-être pas eu le courage de fuir, mais en tout cas, ils étaient là malgré eux. Et comme ils ont pu, ils ont fait en sorte d'aider les personnes qu'ils étaient censés opprimer. Donc Jean Doisy, avec cet officier allemand, va aider les éditions Dupuis à avoir du papier, à avoir des autorisations, etc. On est à une époque où tout manque. C'est compliqué de trouver à manger, c'est compliqué de trouver des matières premières pour faire tourner l'entreprise. Voilà, tout est un problème, et c'est important d'avoir des relations. Jean Doisy en a beaucoup. Voilà, cet officier allemand, c'est vraiment drôle à raconter, parce que en fait c'était lui qui était le responsable de la propagande nazie. C'était lui qui était chargé d'aller voir les journaux et de leur dire voilà, vous allez faire paraître tel article qui va parler en bien de notre guerre. Mais donc lui, il a bien vu qu'avec la famille Dupuis, la famille Dupuis avait envie de résister. Donc il les a aidés. Il les a aidés comme il a pu, mais il y a un moment où il devait rendre des comptes à ses supérieurs. Il y a un moment où il n'a plus pu les aider. Donc il les a prévenus. Il leur a dit voilà, à partir de telle période, c'est en 1943, il leur a dit voilà, à partir du mois de septembre, vous serez obligés d'arrêter de produire Spirou si vous n'acceptez pas d'y publier des articles. Donc c'était un peu la panique pour les éditions Dupuis, parce que c'était leur journal qui s'interrompait, et ça faisait vivre beaucoup de gens. Donc Jean Doisy s'est mis à la recherche d'une idée. Alors, Jean Doisy, il était résistant. Un jour, il reçoit une mission. On lui dit, voilà, vous devez trouver une femme, recruter une femme qui s'occuperait de cacher des enfants juifs. Il faut que ce soit quelqu'un de confiance. Donc il a cherché, il a questionné à gauche, à droite. On lui a recommandé une personne qui s'appelait Suzanne Le Petit. Il est allé la voir. Et ce jour-là, dans sa maison, la maison de Suzanne, il rencontre aussi son fils, qui s'appelle André, qui est passionné par les marionnettes. Qui s'amuse à... Vraiment, c'est son hobby. Il s'amuse à faire le petit théâtre de marionnettes dans sa chambre, dans son salon. Il passe ses journées à faire ça. Il veut en faire son métier.
Et quand il voit ce petit théâtre de marionnettes, quand il voit ce jeune homme, Jean Doisy se dit, mais voilà, j'ai trouvé l'idée pour que le journal de Spirou puisse continuer à exister, même si les Allemands ne veulent pas qu'on le publie. Eh bien, Spirou existera, ce sera plus un journal, ce sera un spectacle de marionnettes. Et avec ce spectacle de marionnettes, on ira à la rencontre des populations. D'abord, on va offrir aux enfants de beaux spectacles, de grands et beaux spectacles qui vont les faire rêver, qui vont les distraire de la guerre, des misères de la guerre. Et en même temps, on va pouvoir leur rappeler les préceptes du Code d'honneur. Rappelez-vous de ce qu'on disait tout à l'heure, le Code d'honneur, c'est quelque chose de très important en temps de guerre où tous les principes humanistes sont bafoués. Voilà, dans tous les spectacles étaient rappelés ces préceptes. Voilà, tu resteras fidèle à Dieu et à ta patrie, tu aideras les plus faibles, des choses comme ça. Et des milliers, des dizaines de milliers de gamins et je dirais même des centaines de milliers d'enfants ont assisté à ces spectacles de marionnettes et ont entendu ce message. En fait. Il y avait un des préceptes du Code d'honneur qui était très représentatif justement de son importance. Il disait « Un ami de Spirou reste propre dans ses idées et dans ses actes ». Ça vous dit bien à quel point c'était important. Rester propre dans ses idées et dans ses actes, ça veut dire ne pas écouter les nazis, ne pas croire ce qu'ils vous disent, garder à l'esprit ce que vos parents vous ont appris, c'est-à-dire qu'on ne tue pas son prochain, on le respecte, on apprend à vivre tous ensemble. C'est ça que veut dire le Code d'honneur. Donc le théâtre du Farfadet, c'est comme ça que s'appelait le théâtre de Spirou, a sillonné toute la Belgique pendant la guerre. Là, vous avez une photo de la marionnette qui justement symbolise vraiment cette époque-là, ce Spirou résistant. Voilà, c'était ce Spirou résistant, cette marionnette était une sorte d'instrument pour résister aux Allemands. C'est vraiment très important. En période de guerre, chacun à son échelle a apporté une goutte d'eau pour que personne ne tombe dans l'idéologie allemande. Et c'est ce qui fait que, eh bien, aujourd'hui, les Allemands n'ont pas réussi à nous envahir. La France n'est pas allemande, la Belgique n'est pas allemande. On a tous gardé notre identité. Et l'exemple du journal de Spirou, c'est ça. Rester propre dans ses idées et dans ses actes. Et ce qui est important, c'est que ces gens qui ont fait la guerre, on vous a raconté l'histoire, c'est une histoire d'une famille normale, avec un Jean Dupuis qui était bourré d'idées, bourré d'énergie. Ils avaient envie de créer un journal de divertissement pour les enfants, mais ils ont fait la guerre. C'est-à-dire qu'ils ont adapté tout leur environnement à la résistance. Et ce qui est beau aujourd'hui, c'est que le journal de Spirou a donné naissance à toutes les bandes dessinées que vous lisez aujourd'hui. Vous connaissez Titeuf, vous connaissez Les Nombrils, vous connaissez Seul, vous connaissez Les Tuniques Bleues, vous connaissez Gaston Lagaffe, vous connaissez Bouléville. Ce sont des bandes dessinées qui sont nées dans le journal de Spirou. C'est-à-dire que sans toutes les personnes dont on vous a parlé là, ces bandes dessinées-là n'existeraient pas. Peut-être qu'il y aurait une autre forme de bande dessinée, c'est probable, mais en tout cas pas celle-là. Et quand vous ouvrez un journal de Spirou, quand vous ouvrez un ouvrage de bande dessinée, pensez que ce sont à l'origine des gens qui ont fait la guerre à leur manière, qu'il y a eu un petit Spirou qui a résisté, qu'il y a eu un enfant sur un paquebot qui est mort, qui est tombé de la cale dans une cale. Voilà, c'est une histoire vraie qu'on vous raconte à travers la bande dessinée.